Françoise de Gois, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? D'abord, bonjour, Philippe Bilger. Alors, je m'appelle Françoise de Gois. Je suis née en 1964. Je suis née à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. Et j'ai passé une petite partie de mon enfance et une grande partie de ma vie, en fait, de façon récurrente, dans un endroit que j'adore, qui s'appelle les Hautes-Pyrénées, qui est assez peu connu. Comme ça, c'est difficile à situer sur une carte, mais si je vous dis Lourdes, vous savez tout de suite où c'est. Moi, j'ai grandi dans une vallée magnifique qui s'appelle la vallée d'Argelès-Gazos, dans un petit village qui s'appelle Beausilène, et c'était une vie... comment dirais-je, une vie assez bucolique, au pied des montagnes, avec l'idée de ce qui est beau et fort. J'ai toujours aimé un texte d'un philosophe japonais qui disait on est ce qu'on a vu quand on est né. Voilà. Et on est exactement ce qu'on a vu quand on est né. Moi, je suis né avec les montagnes et je suis né avec le regard de la montagne, avec une sorte d'horizon, un côté un peu peut-être implacable, et puis la volonté toujours, si c'est implacable, de défier l'implacable. Donc, je pense que il y a une particularité des personnalités montagnardes. C'est pas simplement quelque chose de rugueux, non. C'est le côté probablement du défi, de la capacité finalement à avoir son propre avis et à tracer son propre chemin. J'ai beaucoup discuté de ça avec François Bayrou à une époque où j'étais journaliste à France Inter, et on voit bien chez lui par exemple ce tempérament montagnard, peut-être têtu, entêté. Voilà, j'ai retrouvé ça dans plein d'endroits dans le monde et ça m'a toujours beaucoup touché de voir que il y a une caractéristique des gens de la montagne, une caractéristique des gens de la mer et une caractéristique peut-être psychologique. Ensuite, j'avais un père qui était fonctionnaire, donc on a beaucoup voyagé. En France, en tout cas, on a beaucoup déménagé. Je me suis moins plu après parce que je suis passé un peu de cette ambiance idyllique au pensionnat. Donc, c'était un peu dur quand j'étais petite. Mais bon, ça forge, hein. Quand vous êtes debout au son du clairon, quasiment, 6 heures du matin, vous apprenez à lire dans les évangiles. Moi, j'étais petite. Donc voilà, et j'en ai conçu probablement... au fond de moi, un goût strict de la discipline. C'est pour ça que je fais de la radio et que nous avons ceci en commun, mon cher Philippe, c'est que nous sommes rarement en retard. Je pense que j'ai avalé une horloge et j'ai appris aussi à ne pas détester les gens qui sont tout le temps en retard. Mais bon, ça a été dur. Et puis ensuite, voilà, j'ai forgé aussi une sacrée forme de rébellion contre tout ce qui est autorité, tout ce qui me donne un ordre. Voilà. Après, je me suis prise tout de suite de passion pour le journalisme. Depuis que je suis petite, en fait, quand j'étais petite, ma grand-mère me racontait ça. Moi, je m'en souviens pas, mais j'écoutais le jeu des 1000 francs à France Inter et je disais, quand je serai grande, je serai grand reporter à France Inter. C'était mon rêve de petite fille. Et j'ai été recruté à France Inter par Jean Lucas. Et à 33 ans, j'ai été nommé grand reporter à France Inter. Et donc, j'avais accompli mon vœu d'enfant. Voilà, avec beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Mais des vœux qu'on fait quand on est enfant, on se rend jamais compte parce que ça paraît être un Himalaya, voilà, ou un pic du Midi, ou un Vignemale pour moi, dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Mais une fois qu'on l'a atteint, on s'ennuie un peu. Et donc, je suis parti. C'est comme ça que j'ai changé de chemin. Je suis parti pour travailler dans la politique et ainsi de suite, et tout de suite la suite. Et puis, on s'est rencontrés un jour à Sud Radio. Votre enfance a été très heureuse? Elle a été très heureuse, oui, jusqu'à la rupture, jusqu'à ce moment précis où j'ai été arraché à ce monde un peu béni. Il y avait un côté Heidi, quand même. Il y avait un côté, on va à l'école à ski, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le dérèglement climatique, et il y avait de la neige dans la plaine, il y avait donc on allait à l'école à ski, la petite école communale, classe unique, on se lève quand l'instituteur arrive. Il y avait un côté tout à fait, comment dirais-je, onirique. Avec voilà ces soirs d'été comme ça qui sur la montagne, et puis l'été on allait se baigner, on allait au Pays Basque, on allait en Espagne. Il y avait un côté béni des dieux, et puis après il y a la rupture parce que il y a la pension. J'ai jamais aimé la pension, je déteste la pension et je conseille à tous les parents de ne jamais mettre leur enfant en pension.
Elle n'a pas formé votre caractère d'une certaine manière? Si, bien sûr, ça a formé mon caractère, ça a formé ma discipline et mon indiscipline. Ça a formé ma discipline et ce goût permanent des choses, cette rage que j'ai toujours eue contre l'injustice. J'étais dans un pensionnat catholique à Villefranche-de-Rouergue. À l'époque, c'était une discipline de fer. On parle des années 70. Hein. Vous saviez, vous aviez des confessions publiques. C'était c'était hard, en fait. On s'en rend pas compte maintenant parce que les temps ont tellement changé, mais même si on dit la pension, alors je rentrais une fois ou deux fois par semaine quand même chez moi, mais il y avait chez moi, s'est forgé dans ces années-là un goût très puissant contre l'injustice, contre ce que je considérais moi comme injustice. J'ai le souvenir d'une jeune camarade que j'adorais, Françoise Lavergne, qui était comme ma frangine. On était petites, hein, 6 ans, 7 ans, c'est pas grand, et qui avait été punie injustement. Et je me souviens comment je marchais dans le réfectoire avec la rage au cœur, j'avais les larmes dans les yeux tellement j'étais en colère pour aller dénoncer cette injustice. J'ai forgé ça, probablement une façon de me protéger d'une mélancolie. Diriez-vous que c'est à partir de cette période que vous êtes devenu cet être à la fois, me semble-t-il, épris de collectif et en même temps singulier? Oui, c'est vrai que j'ai tracé tout mon chemin. J'ai ce souvenir, c'est marrant que vous disiez ça parce qu'on se connaît quand même pas très peu même, mais j'ai ce souvenir de ce momentum. Je suppose que vous en avez un aussi, Philippe Bilger. Tout le monde a un moment. Si vous nous écoutez, réfléchissez bien. Je me souviens de ce moment dans la cour. À l'époque, dans la cour de la pension, on poussait des pneus. Vous savez, on jouait avec des pneus, on faisait rouler des pneus. Peut-être vous avez connu ça. C'est des vieux pneus, on les faisait rouler. On tournait comme ça dans la cour, etc. Et j'avais un petit effondrement intérieur, comme on peut en avoir quand on est un enfant. D'un seul coup, ma mère et mon père me manquaient terriblement. J'ai eu un chagrin qui est monté comme ça, qui m'a submergé. Et dans le même temps, j'ai dit, mais jamais, je tracerai moi, c'est moi qui décide. C'était incroyable, hein, d'avoir cette vision de je ferai ce que je veux et je serai libre, une espèce d'appel à la liberté. Et d'ailleurs à la suite de ça, j'ai écrit un roman qui s'appelait À la poursuite du tigre rouge. J'avais 7 ou 8 ans. Non mais et c'était les aventures, alors rigolez pas, d'Alexandre David Barnet, qui était une sorte d'archéologue comme ça, une Indiana Jones d'avant, qui partait à la recherche d'un tigre rouge. Me demandez pas comment ça finit, parce que je me souviens même plus. J'ai essayé de remettre la main sur ce carnet, sur ces feuilles que j'avais écrites. J'ai pas retrouvé. J'ai retrouvé la couverture À la poursuite du tigre rouge. Alors c'est écrit très maladroitement. Je crois qu'il doit y avoir 2, mais j'ai pas retrouvé l'intérieur. Donc voilà. Oui, ça a été un moment décisif pour moi. C'est-à-dire un moment où on est submergé par le chagrin, où on dompte le chagrin comme un cheval sauvage et on décide qu'on va galoper dans la plaine comme on a décidé nous. À quel âge quittez-vous, Françoise de Gois, ce territoire magique, finalement, où votre enfance s'est passée et vous a formé? À 6 ans, à 6 ans, voilà. Après, je suis en pension, mais je reviens tout le temps dans ce territoire magique. Et puis, j'ai des gens qui m'inspirent. D'abord, j'adore ma mère parce qu'elle a un tempérament extrêmement flamboyant. Et mon grand-père, qui est argentin, qui lui aussi a une histoire assez douloureuse. Alors, c'est pas du tout une histoire de réfugié politique. Au contraire, mon grand-père, il appartient à la grande bourgeoisie argentine. Mon arrière-grand-père était secrétaire d'État à la santé sous Péronne. Il était chirurgien. Bon, mon grand-père arrive en France pour des raisons familiales, c'est-à-dire que ses parents se sont séparés. Et mon grand-père fait des études brillantes d'ingénieur, mais il est profondément communiste. Voilà. Il est communiste. Il est, en tout cas, communiste, très, très à gauche, très socialiste. Il trouve que Mitterrand est trop mou, par exemple. Voilà. Bon, il est plutôt communiste. Et il a une vision du monde. C'est un être extrêmement cultivé, qui a fait ses humanités, comme on le faisait à son époque. Imaginez, mon grand-père, il est né en 1900, en 1905.
voilà, qui a traversé la guerre, qui a été très impliqué, pas dans la résistance parce que ça ne se formulait pas comme ça, mais leur maison, mes grands-parents étaient au bord de la Garonne et souvent elle a servi de passage aux petits enfants juifs qui essayaient de fuir pour passer par la rivière, etc. Donc ce sont des gens, mes grands-parents maternels, les parents de ma mère sont des gens extrêmement que j'adore. J'ai des tempéraments de feu pour ma grand-mère, une profonde réflexion et une grande humanité pour mon grand-père. J'ai souvent été avec eux parce que j'ai été très malade quand j'étais petite, enfin très malade, j'ai eu une hépatite virale qui a duré très longtemps et je suis resté 8 mois chez eux et voilà, mon grand-père m'a inculqué une chose magnifique que j'ai appliqué un peu trop, je pense, dans ma vie, c'est l'argent, faut que ça circule. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard. Donc, il faut faire circuler l'argent. Il faut... c'est très 100 ans de solitude, hein. C'est très latino, c'est très latino en fait. Hein. Mais j'ai toujours aimé cette générosité de mes grands-parents. C'était formidable. 31-32, le dernier ferme la porte. La maison était toujours ouverte. C'était toujours tout pour leurs enfants. C'était toujours tout, même pour les amis. Quand il y avait des grèves à l'usine, parce que mon grand-père était l'un des ingénieurs dirigeants de la Cophase, qui est une usine, s'il y a des gens qui connaissent, c'est une usine qui faisait vivre toute la vallée d'Argelès-Gazost. Et lui soutenait ses ouvriers pendant la grève. Il avait même une forme de petite caisse de grève où il aidait financièrement aussi les ouvriers. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu dans cette espèce de passion du collectif et avec cette saudade, tu vois, cette mélancolie qui était liée à son arrachement à son pays d'enfance quand il était très petit lui aussi. Je crois qu'on reproduit en permanence les choses en fait. La gauche, Françoise de Gois, est devenue pour vous une évidence à partir d'une analyse intellectuelle d'une certaine manière ou à cause de cette formation, de ce terreau familial, de ses grands-parents. Ah ouais, alors ces grands-parents-là, ils sont de gauche parce que tout le reste de la famille, elle est de droite, elle est giscardienne, hein, vous voyez, c'est giscardienne, chiracienne, gaulliste. Ouais, mon terreau à moi, c'est mes grands-parents, c'est le goût de la justice. Alors c'est marrant parce que c'est probablement très injuste. Je n'ai jamais prêté à la droite ce combat pour la justice, jamais. Et puis j'ai commencé à lire, j'ai commencé à découvrir Jean Jaurès, j'ai commencé à découvrir, j'ai une autre passion dans la vie qui est Gramsci, mais je sais pas si on aura le temps d'en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle vient aussi d'une émotion. C'est-à-dire que quand Mitterrand fait campagne en 81, moi je peux pas voter. Mais il y a quelque chose qui, évidemment, nous imprègne. Il y a quelque chose qui, évidemment, nous imprègne la jeunesse, qui est de l'ordre plutôt de l'émotion. Est-ce que, quand on a 15 ou 16 ans, j'ai jamais été, moi, une militante, je vois la jeunesse socialiste, je vois même la jeunesse du Rassemblement national ou la jeunesse des Insoumis, c'est assez impressionnant. Ils ont 16 ans, 17 ans, ils sont déjà très structurés. Moi, je suis pas du tout arrivé à la gauche par la structure. Je suis arrivé à la gauche par le cœur, en fait, d'abord. Je suis d'abord arrivé à la gauche par le cœur et je l'ai plus jamais quitté en fait, jamais. Vous n'avez jamais hésité entre la gauche et la droite? Jamais. Par contre, j'ai jamais hésité à voter à droite quand la patrie était en danger. Moi, je fais partie des électeurs parce que après, pour des raisons professionnelles, avant d'arriver à France Inter, j'ai longtemps travaillé à France Info et Radio France Provence à Aix-en-Provence et j'étais reporter en résidence à Toulon pour tout le sud de la France. Donc, évidemment, j'ai vu arriver le Rassemblement national, le Front National à l'époque à Toulon. Et évidemment, j'ai fait partie de tous les électeurs toulonnais qui ont voté une première fois pour le candidat de droite pour essayer de barrer Jean-Marie Le Chevalier. Je veux dire, pour moi, c'est un grand classique d'aller voter à droite pour barrer l'extrême droite. La gauche, vous savez, Philippe, elle est toujours assez sympa. Hein. Elle peut gueuler, elle peut renacler, elle peut menacer. Il y a toujours un moment. La vérité des faits, c'est que dans les urnes, elle trahit jamais. En tout cas, sous la 5e, elle trahit pas la République. Parce que pour moi, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une torture d'avoir été voté Emmanuel Macron, beaucoup plus que d'avoir été voté Jacques Chirac. Jacques Chirac, ça n'a pas été une torture, on s'est pas posé de questions. Macron, on s'est pas posé de questions, mais on avait quand même moins de plaisir, surtout la deuxième fois. La politique a toujours été votre, j'allais dire presque
passion exclusive ou Non, à un moment donné, vous auriez pu envisager une autre forme de journalisme? Ah, bien sûr, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas commencé par la politique. J'ai commencé d'abord par le grand reportage parce que j'adore ça. Et puis j'ai fait énormément de police-justice. C'est pour ça que j'aime infiniment débattre avec vous, cher Philippe Bilger. Je sais que vous n'êtes pas là pour parler de vous, mais parce que vous êtes un grand magistrat et que j'ai été formé pendant des années. Moi, j'ai commencé vraiment à émerger sur le plan du journalisme national avec l'assassinat de Yann Piat. Ça a été pour moi, j'étais en poste à Toulon. Et regardez, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que ça a été pour moi le plus grand traumatisme probablement de ma carrière journalistique. Il y a eu celui-là et il y a eu le 11 septembre. Et là, il s'avère que Piat, c'est encore plus parce que j'avais réalisé un grand portrait pour elle, pour Radio France, quelques jours avant. J'avais été très touché par cette femme qui se battait pour sortir sa fille aînée de la drogue, Laetitia, qui était complètement plongée dans la drogue, qui se battait contre les éléphants de son propre parti, qui avait réussi à rompre avec Jean-Marie Le Pen. Il fallait en vouloir. C'était son parrain, Jean-Marie Le Pen. Et elle avait réussi à rompre avec lui. C'est dur de se détacher d'une personnalité aussi forte que Le Pen. Et février 2094, je suis chez moi avec des amis et mon portable sonne et il y a le président du club de basket de hier qui me dit femme, il faut vraiment que tu viennes, viens vite. On vient de buter Yann Piat. Je peux pas le croire. Elle m'avait accueilli dans sa maison à Bormes-les-Mimosas. On avait discuté de l'avenir. Elle se battait beaucoup pour préserver un certain nombre de zones que les gestionnaires immobiliers sur lesquels il voulait mettre la main. Et je lui dis non mais je ne peux pas le croire. Et me voilà parti. J'oublierai jamais ce moment. C'était fou, 24 février 94. Il y avait, figurez-vous que c'est vrai, il y avait le père de Manon Aubry, parce que le père de Manon Aubry est journaliste, super journaliste à l'agence AP. Il y avait Sonia Wolf, je me souviens, de l'agence France Presse. Il y avait Var Matin, il y avait moi. Et on était devant l'hôpital de Hyères, et on n'arrivait pas vraiment à comprendre ce qui se passait. Et à un moment donné, le médecin de l'hôpital de Hyères sort et dit... Il n'arrive même pas, il dit « Madame Piat est morte ». Et là, on est rentré dans quelque chose qu'on n'avait jamais connu en France, un député assassiné. Et c'est là, en fait, c'était ça ma passion. C'était pendant des années, j'ai enquêté là-dessus. J'ai enquêté sur tous les réseaux de drogue. J'ai enquêté sur la mafia, avec la famille Fargette qui se défendait. J'ai des souvenirs délirants d'être convoqué par la famille Fargette dans un bar désert à la Capte avec Bert Fargette qui maintenant a été assassiné et qui, comment dirais-je, m'explique pourquoi c'est pas lui. Alors là-dedans, le bar vide, gardé par des mecs avec des lunettes noires, c'est assez effrayant, mais en même temps, c'est super excitant. J'ai adoré ce moment-là. C'était véritablement le grand reportage, la politique internationale et police-justice, c'était mes passions. Mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Jean-Luc Hess m'appelle et me dit « Ah, c'est très bien hein, ce que tu fais, mais vraiment, viens à la politique. » En quelle année alors? Après l'année, je commençais à moi à Radio France Provence en 93 et Jean-Luc Hess m'a recruté. J'ai fait ce qu'on appelle la tournée des locales de Radio France. Ça, c'est vraiment le compagnonnage moderne. Donc là, vous apprenez à tout faire, hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous êtes à France Bleu maintenant, mais à l'époque, Radio France Cherbourg. Après, vous vous retrouvez à Radio France Lille. Après, vous partez en Bourgogne. Après, vous repartez à Bordeaux. Donc ça, c'est passionnant parce que vous connaissez la France. Souvent, les gens me disent, mais c'est pas possible. Pourquoi tu connais tout ça? Parce que j'ai fait la tournée des locales. Il y a beaucoup de gens que vous entendez à la radio, Fabienne Synthèse, mon ami Jean-François Akili qui traverse des passes si difficiles. J'ai commencé avec lui à Radio France Provence. Alors ça, vous comprenez bien, il y a 30 ans. Beaucoup de journalistes, si vous voulez, sont passés par cet apprentissage très difficile où vous devez être capable à la fois de faire du grand reportage, de la présentation. Et c'est à travers ça, parce que je couvre des élections, je couvre des élections régionales et je couvre des élections à enjeu, que Jean-Luc Hess dit « Ok, j'ai fait énormément de sujets à l'époque pour France Inter sur l'assassinat de Piat, mais Jean-Luc Hess, lui, il voit pas ça. Lui, il me dit « Essaye la politique. » Je te recrute. Il m'a appelé un vendredi soir. J'étais à l'époque en COD à Radio France Isère. J'étais en train de préparer le journal de 18h. Mon portable sonne. Bonjour, c'est Jean-Luc Hess. Je dis non, ouais, c'est ça. Et ta sœur est Malbeur. En rigolant.
Non, mais c'est Jean Lucas. J'ai dit, merde, ça c'est la voix. Oh, mais je connais cette voix, ça fait des années que je... Non, c'est vraiment Jean Lucas. Je dis, oh, Monsieur S. Il rigole, il se fout de moi. Je dis, mais c'est pourquoi? Il me dit, bon, lundi, tu commences au service politique. Je dis, quoi? J'étais à l'époque en CDD, en COD. Oui, avec une embauche à la fin, on a les 35 heures. Mais le service politique, je sais rien, je connais rien. Mais si, il m'a dit, tu t'en fous de connaître, tu as l'instinct. Alors, c'est marrant, comme lui avait vu, moi, j'étais persuadé que j'avais l'instinct du grand reportage, que j'adore. Hein, vous arrivez sur un tremblement de terre, vous arrivez à Pristina, ça, il faut être capable de tout raconter en 1 minute. Lui, non. C'est lui qui a changé ma vie. À côté de cette formation formidable, vous étiez une militante en politique? Jamais. Jamais. Encore une fois, moi, je n'ai jamais été une militante en politique. Jamais. Je sais pas ce que ça veut dire de faire les âgés. Quand j'ai changé de vie et que je suis partie, je suis devenue conseillère spéciale de Ségolène. Ça va vous faire marrer parce que Ségolène qui a toujours l'art d'obliger les gens à faire ce qu'ils savent pas faire. Quand je lui ai demandé, mais c'est quoi une conseillère politique, une conseillère spéciale? Il m'a dit, c'est quelqu'un qui sait tout faire, mais en mieux. Alors, j'ai dit, mais quoi? Les discours, l'organisation des meetings. Alors, c'est vraiment la deuxième grande rencontre de ma vie, c'est vraiment Ségolène. Mais avant d'en finir, avant d'y revenir. Vous restez longtemps à France Inter. Bien sûr, à Radio France, 15 ans. Radio France, moi j'ai commencé en 93 et j'en suis parti en 2009. Et vous étiez, je crois, adjoint du service politique. Oui, je dirigeais le service politique avec Jean-François Killy. Et c'était très, très intéressant. Et j'étais éditorialiste, je remplaçais très souvent pour les éditos, etc. Mais il arrive un moment, je me fais 2 présidentielles, 2002-2007. Il y a un moment donné où je trouve, je m'ennuie en fait. C'est-à-dire que après, vous savez, quand vous êtes au service politique, France Inter, comment dirais-je, c'est comme, je veux pas être méprisante pour les autres parce qu'ils savent très bien que c'est pas du tout ma nature de mépriser, mais c'est un graal France Inter. Quand vous êtes journaliste de radio, c'est comme quand vous rentrez au Monde en presse écrite. C'est très compliqué de penser que vous allez faire quelque chose de mieux. Vous voyez, il y a un navire amiral, c'est France Inter. Dans la presse écrite, il y a un navire amiral, c'est Le Monde. Que vous soyez de gauche ou de droite, ou Le Figaro. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous arrivez dans ces journaux, parce que Europe 1, c'est en dessous quand même, RTL, tout ça, ça n'a rien à voir. Le truc, la marque iconique, c'est France Inter. Et là, les 2 marques iconiques, si vous voulez, c'est quand même Le Monde et Le Figaro. Quand vous êtes journaliste de presse écrite ou de radio, et la télé, c'est TF1, la vérité, c'est que vous êtes rentré tout de suite dans ces endroits, c'est compliqué de vous projeter ailleurs. Et c'est compliqué même de vous projeter dans ces endroits. L'exercice de la fonction de chef de service m'a toujours saoulé, vraiment. Je l'aime beaucoup parce que ça animait les équipes, j'adore ça. Mais à part ça, voilà. Éditorialiste, c'est fatigant, c'est ennuyeux. C'est-à-dire que quand vous faites ça 5 jours sur 7, vous n'êtes pas tous les jours génial. Et puis, voilà. Je savais plus comment me positionner. Et quand même, j'avais suivi beaucoup la politique et je trouvais quand même que c'était très important, la vie politique. Et c'est là que Ségolène déboule en me disant... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aimerais bien que tu viennes dans mon cabinet. Je dis non, c'est bon. Les journalistes qui deviennent attachés de presse, très peu pour moi. Mais pas du tout, c'est pas attaché de presse, c'est conseillère spéciale. Je dis, mais c'est quoi? C'est là qu'elle me dit... Elle me dit non, tu vas faire mes discours, vous allez faire mes discours, mes déplacements, on va s'éclater, on va gagner les régionales. J'ai dit, oh, mais moi, d'un seul coup, il y a une espèce de proposition qui arrivait. J'aimais bien Ségolène, mais je savais aussi la distance qu'il faut garder. D'ailleurs, Ségolène Royal, quand on s'entend bien, on se tutoie, et quand tout va mal, on se vous voit. Dès que ça recommence à coincer, on revient du vous. Voyez. Et sinon, quand ça vient, tiens, bon. Et mais j'ai dit, mais c'est incroyable parce que c'est quand même la vie qui me... Mais Françoise Degois, avant de parler un peu plus longuement de Ségolène Royal avec vous, vous êtes toujours parvenu, quand vous étiez à France Inter, à
concilier ce que votre tempérament a de passionné et, je dirais, d'ancrer tout de même dans une certaine vision politique et l'honnêteté, l'objectivité du journaliste. Toujours. Ou ce sont des notions qui n'ont pas de sens. Toujours. D'abord, l'objectivité n'a pas de sens. Vous savez très bien, parce que c'est un métier subjectif et que, en plus, France Inter, comme d'ailleurs Le Figaro, parce qu'on fait comme si la presse n'était pas une presse d'opinion. Enfin, la tradition de la presse française, c'est l'opinion. Moi, je vais pas taper sur les gens, je vais pas taper sur CNews parce que c'est une radio d'opinion, une télé d'opinion. Elle a le droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas une insulte d'être d'opinion. Et surtout que c'est une hypocrisie générale. La presse française est une presse d'opinion. Nous sommes objectifs, oui, vous êtes jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous l'êtes plus, vous comprenez ce que je veux dire. Donc France Inter n'a pas, je sais tout ce qui court sur France Inter, honnêtement, d'abord la plupart des gens qui me dirigeaient étaient des gens de droite, assumés complètement, le directeur de la rédaction à l'époque était quelqu'un de droite, un peu un nanar de droite, mais en tout cas voilà. Et puis, j'avais la chance d'avoir des patrons qui n'étaient pas gênés par ma personnalité, qui aimaient bien les troublemakers. Alors, c'est assez rare, hein. Et dedans, il y avait Patrick Roger, par exemple, qui est aujourd'hui mon patron à Sud Radio. Et pourquoi j'aime tellement Patrick Roger, l'apprécie tellement? Il fait partie de ces rares personnes, il y en a quelques-unes, qui ne sont absolument pas gênées par le talent et la personnalité des autres. C'est-à-dire que lui, il est tellement sûr de lui-même, sans ego, que ça ne le dérange pas ce que les autres sont. De temps en temps, il fait un coup de sifflet, tout le monde revient. Voilà. Et moi, j'ai eu cette chance à France Inter d'avoir des gens, que ce soit Patrick Roger qui dirigeait la rédaction et faisait le journal de 8 heures, mais Patrice Bertin qui était le patron de la rédaction, ou Jean Lucas, ou Bertrand Vanier, sont des gens qui n'ont jamais été gênés par mon tempérament. Ça les faisait marrer. Vous voyez ? Et après, ils étaient d'autant moins gênés que j'ai été l'une des pires, comment dirais-je, critiques de la gauche à France Inter. C'est-à-dire que, par exemple, Jospin était fou de rage. Je me souviens quand il nous a tous virés de l'avion quand on était avec lui au Brésil, parce qu'il hurlait, parce qu'il disait un candidat de gauche dans une présidentielle, il a deux adversaires, la droite et la presse de gauche. Et c'est vrai que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la presse de gauche est odieuse souvent avec le candidat de gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez des papiers de Libé ou même de mes sujets, moi, à France Inter, sur la campagne de Jospin, mais c'était épouvantable. Même moi, je me dis, mais comment j'ai pu écrire des horreurs pareilles? Je me souviens d'un déplacement à Sarcelles où il est là, il est complètement... Comme Jospin était dans cette campagne, c'est-à-dire inhumain, inerte, il pensait que ça allait le faire comme ça par simple rejet de Jacques Chirac. Et Jospin, je me souviens de le titre de mon reportage, c'était il est venu, il a vu, il est venu, il n'a rien vu et il sera vaincu. Tu parles, imagine le coup de fil de Matignon le lendemain matin. Oh, Jospin en personne. Hein. Qu'est-ce que c'est hurlant dessus? Parce que, vous savez, je le dis pour vos auditeurs, mais il y a deux choses qui comptent pour un homme politique de gauche. Comment on parle de lui sur France Inter et qu'est-ce qu'on écrit de lui dans Le Monde l'après-midi. Mais il y a deux choses qui comptent pour un homme politique de droite. Qu'est-ce qu'on dit de lui dans Le Figaro? Comment on parle de lui sur Europe 1, à la grande époque d'Europe 1, pas maintenant, bien sûr. Et aussi, qu'est-ce qu'on dit de lui dans Le Monde? C'est des moments, pour avoir réinventé, alors maintenant je peux en parler des ministres, des présidents de la République et tutti quanti, c'est vraiment marrant de voir ce rituel-là qui perdure. Et c'est vrai que c'était épouvantable la façon dont la gauche traitait Lionel Jospin, la presse de gauche, parce que comme elle voulait pas être taxée d'eux, elle faisait encore pire. Mais en 2007 aussi, tout le monde a dit oui, vous avez fait une campagne pro-Ségolène, mais absolument pas. On a été horrible avec Ségolène Royal. Moi, je me souviens au Liban, quand elle se fait piéger par le Hezbollah, tout le monde me dit oui, la complaisance de Françoise de Gaulle avec Ségolène. Mais reprenez les papiers que j'ai fait à l'époque, c'était épouvantable. On est même sortis. Je me souviens, j'étais avec Karim Rissouli et ma grande amie Ilana Mounioussef, on est même sortis de la conférence pour transmettre un papier directement en direct. Sur la muraille de Chine, c'est nous qui sortons la bravitude. Ça peut rester dans les limbes du truc. C'est nous, c'est moi, c'est... Il y a Myriam Lévy du Figaro, on dit, qu'est-ce qu'elle fout la bravitude? Donc... cette espèce d'idée générale de dire, oh là là, cette presse de gauche qui est complètement... c'est pas vrai.
Françoise de Gois, ça vous ennuie ce que je vous raconte peut-être? Pas du tout, c'est passionnant. Non, non, je suis pas sûr que ça soit passionnant. Si. Ah, mais c'est passionnant. C'est les arcanes un peu, non, mais bon. Mais Ségolène Royal vous distingue finalement à partir de votre expérience à France Inter. Qu'est-ce qui l'a séduit? Alors, un édito que je fais, complètement débile, et que Patrick Roger... Je fais l'édito et Patrick Roger le reprend dans son journal de 8 heures, tellement il le trouve drôle. Ça s'appelle La gazelle et les éléphants. C'est le moment où l'autre, elle est en train de s'envoler. T'as tous les gros qui courent derrière, là, Fabius, DSK, je dis les gros politiques. Ils savent plus comment la rattraper. Et ça s'appelle La gazelle et les éléphants. Et ça commence par le fond de la savane est clair. Je fais exactement comme si je racontais une odyssée. Le fond de la savane. Et la nuit chaude est tombée. Et la gazelle vient boire, etc. Et en fait, ça raconte la primaire de Ségolène, parce qu'on a tous identifié qu'elle va les buter, en fait, hein. Ça se voit tout de suite dès le premier instant, dès le premier déplacement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On arrive dans un bled à côté de Valence. Je dis un bled, c'est pas méprisant, mais parce que j'arrive plus à me souvenir. Elle a 1h30 de retard, parce que Madame Royal est toujours en retard. On arrive, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, il est 22h. Il y a des gens sur les arbres. Il y a 1700 personnes, il y a un embouteillage dans le village, les gens qui viennent voir Ségolène. Je dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et à l'époque, on est 3 journalistes, hein. Nicolas Barotte du Figaro, Ilana, et 4, Isabelle Mandreau et moi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, et je dis, bon, elle va plier le match. Et on est quand même, on est très loin. On est très, très, bien avant la primaire qui se déroule, je crois, en septembre-octobre. Et je fais cet édito, La gazelle et les éléphants. Et là, évidemment, narcissique comme elle est, c'est normal, c'est tous les politiques. Et là, je reçois, oui, bonjour! La gazelle, c'est moi la gazelle. Je dis, Madame Royal? Oui, alors qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, mais c'est bien, oh là là, François est furieux. Je dis, bon, très bien, François est furieux. Et c'est là qu'elle écoute peut-être autrement. Et puis après, on commence à avoir des discussions assez intéressantes. Alors, Ségolène, c'est pas une intellectuelle, mais c'est quelqu'un qui a une culture assez particulière. J'ai toujours été frappé de voir que quand on ouvre un journal, par exemple, toutes les deux dans le train, quand on bossait, ou dans l'avion, quand on partait en déplacement, je sais pas où, au Vietnam ou en Afrique, etc., on lit jamais les mêmes choses dans le journal. On commence jamais... La lecture du journal ne commence jamais par la même page, pour nous et pour elle. Moi, j'ai commencé tout de suite, d'abord, ma passion, page internationale, page politique, avec, je le redis, Le Figaro, pour moi, excellent journal, c'est bizarre, mais c'est vrai. Tout de suite, page internationale de Figaro, direct, je ne me pose pas de questions. Et, Ségolène, pas du tout. Ségolène, elle prend le journal par la fin. Elle prend le fait de société. Le truc qui va là, mais que moi je vais même pas regarder parce que je m'en tape du tiers comme du quart. Mais en réalité, elle va prendre ça. Les analyses après, elle va regarder l'international. Et après, on va se retrouver à lire les mêmes choses. Mais c'est très intéressant de voir qu'on n'a jamais été synchronisé sur la façon de lire un journal. Et c'est la différence entre une femme politique et les autres, je pense. Françoise de Gois, pourquoi le fait je sens que j'attise votre intérêt sur cette question. Mais bien sûr. Parce que vous voyez, et puis je pense que Martine Aubry lit le journal de la même manière que Ségolène. J'en arrive au fait que les femmes et les hommes ne regardent pas la même chose, ils ne font pas la politique de la même manière. Mais à votre avis, pourquoi le fait que vous soyez devenue conseillère spéciale de Ségolène Royal a créé tant d'émoi dans le milieu du journalisme? Ça n'était pas scandaleux par rapport à la déontologie. Non, je suis parti. Vous aviez le droit de le faire. Oui, j'avais le droit de le faire et de partir. Et surtout, moi, je me souviens, Jean-Luc qui essayait de me joindre, tout le monde me cavale après. Je dis, mais non, je veux même pas négocier un an sabbatique, parce que ça veut dire que si on garde des bretelles, ça veut dire qu'on considère déjà que son projet peut échouer.
alors que je pouvais pas considérer que mon projet pouvait échouer. Donc oui, parce que c'était probablement une des premières qui le faisait vraiment. Et puis c'était une personnalité très puissante, Ségolène. Hein. Je partais pas travailler avec je sais pas qui, Jean-Marc Ayrault, pas encore Premier ministre, ou j'en sais rien. C'était une personnalité très puissante. Et puis j'avais couvert la gauche à France Inter, donc il y avait la suspicion de depuis combien de temps, en fait, elle fait ça. Et puis les gens comprenaient pas comment je pouvais lâcher aussi un lieu aussi sécurisé, aussi prestigieux que France Inter pour me retrouver dans un cabinet politique où vous devez faire. Même ma mère a pas compris, hein, mes amis, personne n'a compris, ma famille, mes amis, mes amours. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne l'avez pas regretté, en tout cas. Je n'ai jamais regretté. J'ai pris une décision en un week-end. J'ai fait un grand saut parce que j'ai jamais regretté, parce que il faut se réinventer dans la vie, en fait. Parfois, je me dis, quand il y a des temps plus difficiles, je me dis, ah là, je serai grand reporter, je serai installé sur mon Aventin, je régnerai. Et alors, non. Je serai dans la nuit, dans l'ennui, vermoulu, probablement rempli d'aigreur sur toutes les vies que j'aurais voulu vivre et que j'ai pas vécues. J'adore cette chanson de Jean-Jacques Goldman, Pleure de rien blues. Il y a des choses qu'on peut faire et celles qu'on doit pas. Hein. Voilà. Et moi, je me suis toujours interdit de m'interdire les choses que je veux faire et que je dois pas. Avez-vous eu la certitude, François Degois, d'avoir véritablement été utile auprès de Ségolène Royal? Oui, je pense que c'est une vraie question, parce que c'est une question que peuvent se poser tous les conseillers, tous les directeurs de cabinet, parce que j'ai été au cabinet de Ségolène en région, après au ministère, après j'ai été au ministère, j'ai travaillé aussi avec François Hollande. Guillaume Garot. Avec Guillaume Garot, bien sûr. Mon grand ami, avec Stéphane Le Foll. Alors on travaille beaucoup, on voyage beaucoup, on est obligé d'ingurgiter énormément de dossiers, on est très très bien payé, mais on n'a pas de vacances et on n'a pas de vie. Mais il y a toujours la question de la vacuité qui se pose. Est-ce que tout ça a été utile ? Est-ce que j'ai servi à quelque chose ? Est-ce que, même plus loin, est-ce que la politique sert à quelque chose ? Je dirais avec l'expérience que je préférerais 1000 fois présider une région ou une grande ville que d'être ministre, même président de la République. En réalité, le champ de manœuvre et le champ d'action, puisque j'ai testé les deux niveaux, pas en tant qu'élu, mais en tant, en tout cas, que membre de la mécanique à un gros niveau, un haut niveau. C'est vrai que conseiller spécial, c'est un très bon niveau, parce que c'est un niveau qui sort de la hiérarchie du cabinet. Donc, je dirais que rien n'est plus puissant que la décision que vous prenez en proximité. Quand il y avait la grève des marins-pêcheurs, moi j'ai vu Ségolène intervenir directement pour leur verser de l'argent, parce qu'ils avaient même plus de quoi, et elle avait le droit bien sûr de faire, mettre du fuel dans leur bateau. Vous voyez, ça, vous pouvez pas faire ça dans un ministère. Il faut passer par les réunions interministérielles. Alors après, dans les ministères, c'est autre chose. Quand on a ouvert le marché du porc, vous avez l'air de rien, mais quand on a ouvert avec Guillaume Garot le marché du porc en Chine, ça a été énorme, parce que c'était énorme pour nos éleveurs de porc. Donc on peut se dire qu'on a fait quelque chose. Sauf que c'est une négociation à haut niveau qui a pris des années. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, j'ai été utile à Ségolène aussi parce que j'ai traversé des moments très durs avec elle. Je pense qu'on a été utile humainement tous, la petite troupe qui était autour d'elle, parce que vraiment ça a été très violent. Le congrès perdu, volé. Le congrès volé. Moi, je suis arrivé juste après. Le congrès volé, la difficulté de vie avec François Hollande, les difficultés avec Valérie Trierweiler, la présidentielle de François Hollande qui a été extrêmement compliquée à gagner en interne, voilà. Lorsqu'elle a été battue par Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle avait conscience d'être admirée, le Oui. mot n'est pas trop fort, Oui. par des gens qui naturellement n'étaient pas accordés à son idéologie de gauche? Oui, d'ailleurs, elle vous aime beaucoup. C'est-à-dire que, je vous le dis, c'est comme ça que moi j'ai appris, j'avais déjà vu des trucs, parce qu'il y a eu des papiers dans le Monde sur vous, mais parce que j'étais toujours un œil, mais je me souviens toujours que Ségolène disait, qu'est-ce qu'il a dit là, Philippe Bilger, dans son blog? Il a dit des choses gentilles. Il n'y a pas tant de sang. Je vous le dis, Philippe, parce que je sais que ça vous touche probablement. J'ai beaucoup de larmes aux yeux, parce que c'est une période tellement difficile pour Ségolène. C'est une période, d'abord, elle regagne en 2010 triomphalement sa région, mais après on rentre dans quelque chose de très douloureux. Il y a la législative perdue à La Rochelle, il y a les interventions de Valérie Trierweiler, il y a la souffrance des enfants. Moi, en tant que conseillère spéciale, j'ai été nounou spéciale. Enfin, pas nounou, mais parce que j'aime pas, elle a pas besoin de nounou. Mais
c'était ça aussi notre travail, d'arriver à la faire tenir dans ces moments-là, qui étaient extrêmement douloureux pour elle. Et il n'y avait pas tant de gens qui disaient du bien d'elle à cette époque-là. Je vous écoute. Et vous en disiez. Je vous écoute, là, Françoise de Gois, et j'ai bien compris. Vous avez un tempérament passionné. Vous êtes une femme d'action, on le sent. Le départ a toujours été facile à faire entre la conseillère politique spéciale et en même temps, vous n'avez jamais senti des fourmis dans votre énergie pour devenir véritablement une politique. Jamais. Elle me l'a proposé. Elle me l'a proposé, Ségolène. Je comprends. Alors elle me l'a proposé, mais vous jamais. n'avez toujours résisté. J'ai même pas eu à résister, je n'ai jamais eu envie, en fait. Mais parce que vous n'étiez pas loin, d'une certaine manière. Peut-être par peur aussi, parce que quand même, moi, là-dessus, on va se rejoindre, vous et moi. Je trouve qu'on critique énormément les politiques, mais il faut beaucoup de courage, quand même, pour se lancer dans une élection, aussi petite soit-elle. Une cantonale, par exemple, c'est très dur. C'est comme une législative, une cantonale. On vote sur votre nom, hein. C'est pas si dur que ça d'être sur une élection de liste pour les européennes. Le face-à-face, ça demande... je pense que probablement, il y a quelque chose en moi qui a toujours dit non, en fait. Mais qui a toujours dit non, toujours pour les mêmes histoires que moi qui pousse ma roue dans la cour de la pension. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un point de discipline et d'obéissance au son du clairon qui n'est pas possible pour moi. Rentrer dans un parti, c'est obéir au son du clairon. Philippe, vous ne pouvez pas... Il y a un moment donné, vous ne pouvez pas garder votre liberté. Hein. Je veux bien qu'on taxe, par exemple, Jean-Luc Mélenchon de dictateur dans son propre parti, mais c'est toujours... Mais François Hollande l'a été quand il était au PS. Si vous pensiez que vous pouvez bouger une oreille au PS, c'était impossible. De la même manière que Éric Ciotti ou les dirigeants, Nicolas Sarkozy, si vous pensiez que vous pouviez faire votre chemin, vous aviez le vasistas qu'on vous laisse pour respirer, on vous le donne parce qu'à un moment donné, on a toujours besoin de l'iconoclaste du parti. Mais un parti politique qui est nécessaire à l'exercice de la démocratie, c'est un corset. Un corset. Moi, vous savez, pour Ségolène, j'ai fait ce qu'on appelle les négociations. Hein. Vous savez, les négociations pour l'attribution des circonscriptions. Voilà. On appelle ça le club des poètes. Hein. Et comment ça s'attribue, les circonscriptions? Quand vous faites ça de l'intérieur, moi je l'avais couvert en tant que journaliste. Et puis un jour, j'ai été celle qui représentait Ségolène dans ces négociations qui durent jusqu'à 4 heures du matin, où vous allez arracher une investiture devant la porte du bureau de Martine Aubry à 3 heures du matin, en sachant qu'il y a Montebourg qui est là et que c'est le premier arrivé. On est sur des choses qui, de mon point de vue, sont tout à fait... je ne peux pas les accepter sur la durée. À votre avis, Françoise de Gois, est-ce qu'au moins pendant quelque temps, Emmanuel Macron a-t-il réussi ce dépassement de la gauche et de la droite? Non, au moins, j'allais dire, durant un temps, même pas, à votre avis. Oui, il l'a réussi, en tout cas, en surface, il l'a réussi. Bien sûr, sur la forme, il l'a réussi. Moi, je soutenais beaucoup Emmanuel Macron quand il était au gouvernement. Moi, j'étais avec Ségolène, je continue à travailler de loin en loin avec elle. Notamment, on a fait toute la COP 21 avec Laurent Fabius, d'ailleurs. J'aimais beaucoup, moi, Macron. J'étais persuadé qu'il était social-démocrate. D'ailleurs, il nous est bien... Il était parfait dans le rôle pour nous le faire croire. Il était très, très avenant, très moderne, très, très aimable aussi, plein de bonnes idées, assez disruptif. Voilà. Après, ça n'a pas duré longtemps parce que, heureusement, j'ai été déçu assez vite, bien avant que la campagne présidentielle commence. Il a réussi le dépassement en termes de communication, bien sûr, le Nouveau Monde, etc. Sur le fond, il n'a rien réussi du tout. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le score prodigieux déjà de Mélenchon en 2017 à la présidentielle. C'est énorme, hein, le score de Mélenchon à la présidentielle de 2017 et celle de 2022. Pourquoi Mélenchon? Parce que la gauche n'a que ça à se mettre sous la dent et qu'en plus de ça, Mélenchon, c'est une figure... vous savez, quand il est dans les... Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours pareil. Quand il pense qu'il peut gagner, il a un ton rassembleur. Voilà. Quand il pense qu'il a perdu, il a le ton qu'il a en ce moment sur les européennes. C'est comme ça, voilà. Et on se replie sur la base. Bon, c'est une stratégie tout à fait trotskiste et classique. Bon, mais voilà, non. Il a réussi en surface, mais fondamentalement, moi, je fais partie des gens qui pensent que la gauche et la droite, ça existe. La droite, la gauche, vous, moi. Ça, c'est un vrai débat démocratique. Où vous situez-vous aujourd'hui, vous, Françoise de Gois, dans le paysage de la gauche?
Moi, je me situe à la social-démocratie. Je me situe sur l'aile gauche, si vous voulez, du Parti socialiste. Si tant est qu'il y en ait encore une. Enfin, c'est compliqué de voir où est le Parti socialiste aujourd'hui, mais parce qu'il a beaucoup évolué, et il a évolué pour moi dans le bon sens. Je trouve qu'Olivier Faure a fait bien évoluer les choses, mais je me situe comme des millions de gens qui ont toujours adhéré, qui ont beaucoup adhéré au discours social de Mélenchon, qui n'adhèrent absolument pas, et dans la détestation même depuis le 7 octobre, qui veulent de l'écologie, de la social-écologie. Donc, je me situerai dans la ligne. François Ruffin me conviendrait. Après, est-ce qu'il a la capacité d'être président? J'en sais rien. Mais c'est une ligne qui allie en tout cas un vrai combat social et une vraie décision écologique forte. Je crois savoir que vous avez été tout de même odieusement attaqué ces derniers mois parce que vous souteniez, je dirais, la cause d'Israël, mais de manière parfaitement équitable. Ça a été des moments très difficiles. Absolument pour pas. vous. Oh non, pas du tout. Alors, vraiment, ça c'est l'entraînement que j'ai eu avec Ségolène. On a tellement traversé de... Un jour, j'étais un peu déprimé parce que je voyais des attaques. Elle est rentrée dans mon bureau. Elle m'a dit « Allez, il faut se tanner le cuir, là. Hein. On n'est pas en porcelaine. » Donc, vraiment, ça m'a glissé. Je vous assure, hein, tout le monde pense que ça m'a atteint. Ça m'a glissé vraiment comme sur les plumes de canard. J'en ai rien à fiche. J'ai été... je ne vais pas le redire, voilà, j'ai été tout à fait horrifié par le communiqué de la France Insoumise. J'avais senti quelque chose qui délirait, que surtout Mélenchon retombait dans ses vieux démons. Je l'avais senti sur les émeutes urbaines, où il n'était pas assez dur avec les casseurs. Je l'avais senti sur l'invitation de Médine aussi. Les Verts l'avaient invité, mais lui aussi. Je voyais le combo qui arrivait, c'est-à-dire le combo les jeunes des quartiers et Roule ma poule en avant la musique. Et ce combo-là qu'il avait quand même mis en veilleuse. Hein. Ma camarade Elisabeth Lévy me dit ça fait des années. Non, pas du tout. Ce combo-là, il naît après la présidentielle, quand Mélenchon et son état-major font l'analyse qu'ils ont perdu la place au second tour à 400 000 voix et que ces 400 000 voix, on va aller les chercher là où on doit aller les chercher. Il naît là véritablement comme une stratégie pensée, définie et martelée. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font pendant cette présidentielle, ces élections européennes. Gaza, ça n'a pas de sens, on comprend pas, mais ça a un sens parfait pour 2027. Qui, à mon avis, est une impasse. Donc voilà, nous, je m'en fiche complètement. Au contraire, vous savez, moi, j'aime la baston, j'aime quand... et puis surtout, je me suis senti, c'était presque même injuste, le combat. Parce que en face de moi, j'ai des gens qui sont complètement incultes. Vous comprenez bien, moi, j'ai vécu en Israël et j'ai vécu avec les Palestiniens. J'ai vécu chez les Palestiniens chrétiens dans la vieille ville de Jérusalem. J'ai été boire la mer à Gaza. J'ai été bouffer des dattes à Bethléem. Je connais par cœur les Palestiniens chrétiens, musulmans et les Juifs. Donc, j'ai vécu pendant des années, et j'ai vécu longtemps, j'y suis souvent allé. Alors bien sûr, c'est pas à l'époque, moi j'y étais à l'époque des accords de paix, mais je connais ce pays, je sais situer Jenin et Gaza sur une carte. J'ai pas besoin d'aller chercher Wikipédia pour savoir qui est Ehud Barak et qu'est-ce qu'a fait Moshe Dayan et c'est quoi les grandes dates des guerres arabes. J'ai pas besoin de faire Wikipédia et Google. Donc d'une certaine manière, je trouvais même que le combat, qu'est-ce que vous voulez, quand je me bataillais directement avec David Guiraud ou Ercilia Soudé, je trouvais quasiment même le combat injuste, tellement j'avais presque honte pour eux d'être aussi peu cultivés. Mathilde Panot, que j'aime bien, au demeurant, que j'aimais bien sur son combat social. Mathilde Panot, c'est même pas situé le Jourdain sur une carte. Donc, comment voulez-vous qu'ils échappent à l'attaque sur leur idéologie? C'est que de l'idéologie. Il faut... À ce point de la discussion, je voudrais quand même dire, sans atténuer les choses, que, vous savez, la gauche, c'est un grand système, il y a beaucoup de mouvances, et que là, il y a vraiment le trotskisme des années 70 qui revient, c'est-à-dire que c'est pas tant une question d'Israéliens, de Palestiniens, c'est la question de soutenir, peu ou prou, tout ce qui est une arme de combat contre les États-Unis. Voilà. Ça veut pas dire qu'ils soutiennent le Hamas, hein. Ça veut dire que la cause palestinienne est une arme de combat contre Israël qui est, le prolongement des États-Unis dans la région. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça explique aussi pourquoi, sur les communiqués sur les rangs, ils mettent
quasiment les deux chaises à égalité. Ah, on a tué des diplomates iraniens, sans préciser que c'est les chefs des gardiens de la Révolution qui commettent à peu près tous les attentats depuis 20 ans. Et Israël est bombardé, on met tout sur le même plan. Tout ce qui... pour ça qu'il y a ce soutien des BRICS. Moi aussi, je pense que l'ordre du monde doit changer, mais je veux pas qu'il change. Je mettrai pas ma vie dans les mains de l'Iran, de la Chine et de la Russie. Voilà. Peut-être du Brésil, éventuellement, avec Lula, et encore. Bon. Comment est-ce que donc, c'est pas tant une question d'antisémitisme ou d'antisionisme, c'est plutôt cette vision trotskiste dont les Mao se sont détachés après Munich, notamment. C'est-à-dire ce combat armé dramatique avec la mort de l'assassinat des têtes. Ce qui est que toute action qui vise à diminuer l'influence des États-Unis dans une zone du monde, c'est pas qu'on la soutient, mais on la condamne pas vraiment. Voilà. Vous croyez à cette conception qui voudrait que, par exemple, l'immigré ou le Palestinien ait remplacé le prolétaire de la théorie marxiste, ou ça n'est pas... Ça fait très longtemps que c'est ça. Ça a été complètement théorisé dans les années 70, justement, par les trotskistes et par les Mao. C'est-à-dire qu'on a assimilé l'immigré, en gros, l'ouvrier de Boulogne. Et ça a été le combat cause commune. C'est pas nouveau. Alors, je sais bien qu'il y a un manque de culture générale sur tout ce que sont les mouvements de la gauche et de la droite, parce que c'est normal, parce que la gauche est tellement compliquée à saisir dans ses nuances que c'est ce qui fait son charme et ce qui fait aussi sa faiblesse. Mais c'est théorisé depuis les années 70. On mixe le sort de l'immigré, c'est-à-dire à l'occurrence à l'époque de l'Algérien, et on le mixe avec le sort de l'ouvrier, et on en fait ce combo-là. C'est pas nouveau, c'est vieux comme le trotskisme. Et je répète que à un moment donné, il y a une césure qui se fait notamment avec les Mao, parce que il y a une dimension de violence politique dans laquelle on ne peut pas aller. Donc oui, c'est vieux comme la gauche des années 70. Journaliste politique, Françoise Degois, est-ce que vous donnez un rôle dans le futur de la gauche, je dirais, concrètement, de manière opératoire? Aucun. Je me donne aucun rôle, je sais même pas ce que je veux vraiment. Non, je n'en donne aucun. Moi, je voudrais écrire des romans, en fait. Non, mais ça paraît idiot. J'adore la culture, j'adore la littérature, j'adore la danse contemporaine, j'adore l'opéra. Et en fait, il y a un rôle que j'aurais adoré avoir. Voilà. Si j'avais dû avoir un ministère, ça aurait été le ministère de la Culture. Parce que moi, je pense, ça va vous paraître, c'est pas crépusculaire ce que je dis. Ce que je pense, c'est que touchant à la limite, d'une certaine manière, il y a toujours un moment, qu'on soit dedans ou dehors, vous êtes vous aussi un grand observateur de la vie politique, vous avez été dans la mécanique judiciaire, donc vous connaissez parfaitement, ça procède de la même manière. Il y a un moment donné où je pense que ce sont les peuples, mais pas au sens trotskiste du terme, qui doivent s'en mêler. Et je pense que les peuples, comment dirais-je, on peut chercher la cohésion qu'à travers la culture, l'art et l'éducation. Je pense il me semble que c'est le plus beau projet qui pourrait exister dans les temps convulsifs qui nous attendent. Ce serait un projet à travers la culture, l'art et l'éducation. C'est-à-dire ces trois dimensions qui arrivent finalement à transcender toutes nos différences. Ok ? Quand vous écoutez Papa Papam, ok ? Papa Papam, on a encore 3 minutes. Quand vous écoutez Papa Papam, voilà, Papa Papam, vous êtes indien, vous êtes dans un bidonville à Buenos Aires ou à Rio, vous êtes au Groenland, vous savez ce que c'est Papa Papam. Vous savez que cette folie générale de Beethoven qui invente cette ouverture-là, comment c'est possible que ça transcende tout ça, ça vous traverse le corps ou le mien, vous êtes alsacien, nous ne venons de part, mais nous sommes unis dans cette émotion-là, pam, qui nous touche, etc. Et moi, je crois à la limite de la politique et je crois à l'illimité du cœur humain et de sa capacité à se retrouver hors des schémas, hors des systèmes, à travers la culture, l'art et l'éducation. S'il avait un projet à forger dans les 7 ans qui viennent, ce serait celui-là, oui. Françoise Degois, vous avez été une voyageuse extraordinaire. Compulsive. Et vous avez la passion de l'Italie. Est-ce que tous ces voyages, vous les avez faits pour des motifs politiques ou
Parce que tout simplement, vous aimez aussi découvrir des pays comme une particulière. Le Japon, j'adore. Oui, alors j'ai fait beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé, évidemment. Vous voyagez beaucoup quand vous êtes dans les ministères, quand vous êtes journaliste dans une grande rédaction, etc. Et puis il y a des voyages plus personnels. Les voyages en Asie que j'ai fait, c'est des voyages personnels, c'est des voyages qui m'ont fait découvrir le bouddhisme. Moi, j'aime infiniment les religions. Je suis très heureuse d'être ici parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas les religions, parce que les religions, c'est ce qui permet aux êtres humains, comment dirais-je, de s'unir aussi et de dépasser la condition humaine, parce que je pense que tous les êtres humains sont des croyants, parce que je pense que quand on se lève le matin et qu'on se dit « j'espère qu'il va faire beau, j'espère que mes enfants vont réussir l'examen », c'est une prière. Donc je pense que les êtres humains sont des êtres de prière, et j'ai beaucoup fait de voyages aussi pour comprendre. Mon premier voyage en Israël, c'est vraiment pour comprendre Jérusalem. Voilà, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Ok, moi je viens d'une famille catholique, il y a des juifs dans ma famille, et moi-même j'ai été en Asie, j'ai été en Inde, j'ai été en Chine aussi pour comprendre le bouddhisme et pour l'adopter aussi d'une certaine manière, parce que je crois que c'est l'essence de la vie en fait. Une fois que vous avez tout enlevé, une fois que vous avez, même si vous avez fait passer 3000 projets de loi, que vous avez créé 400 000 emplois, que vous avez eu 2 millions d'auditeurs, que vous avez eu 50 000 lecteurs, qu'est-ce qui reste vraiment? À part ce que vous croyez et à part ce que vous forgez comme vœu pour vous et pour les autres. Comment parvenez-vous à concilier, c'est mon avant-dernière question, François Degois, à la fois chez vous le souci du monde et le souci de vous-même? Parce que je me soucie assez peu de moi-même en fait. J'ai assez peu Moi, j'ai très peu de besoins, en fait. Moi, j'adore, comment dirais-je, m'instruire la philosophie bouddhique, j'adore pratiquer cette philosophie, j'aime voyager, j'aime être avec les gens que j'aime, bien sûr, comme tout le monde, j'aime jouer, je peux rester des heures, je suis très bavarde, hein, mais par contre, si vous me mettez dans une partie d'échecs, je vais me taire pendant 5 heures, vous ne pouvez pas m'en sortir, j'adore le poker. J'ai des plaisirs vraiment. Je suis très négligente en fait avec moi-même, avec ma propre santé, mais j'ai une telle confiance dans la vie que je me dis, khalas, ça ira. Le bonheur a du sens. Le bonheur a du sens. Moi, je suis une femme très heureuse. Ouais. Je suis une femme très heureuse parce que je crois pas que la vie est une finitude. J'ai surmonté cette question de la finitude qui nous angoisse tous, c'est-à-dire on meurt et entre les deux, qu'est-ce qu'on a fait? Et tout ça est quelque chose qui vous pousse soit à des excès, soit à la dépression, soit à la mélancolie, soit à tout un tas de choses. Moi, j'ai dépassé la finitude. Je pense qu'on continue, je pense qu'on renaît éternellement et puis que on continue. La vie, on continue. C'est un continuum. Donc voilà, moi je me dis ce que j'ai pas réussi dans cette vie et peut-être que dans la prochaine on va se retrouver puisqu'on dit qu'on est liés et que vous serez président de la République, je serai votre ministre. Ça serait génial. De la culture, Bilger, de la culture. Ma dernière question, Françoise Degois. Vous avez commencé en parlant de ce collège, de cet internat, de cette belle région magique, et vous vous étiez promis à l'époque de prendre votre destin en main de toute manière. Est-ce que vous avez réussi ce pari et ce défi? Parfaitement. J'ai vécu la vie que je vais mener, je vis la vie que je mène et je vivrai la vie que je veux mener, oui, absolument. Ça sera l'objet d'un deuxième Bilger, oui, parfaitement, dans les moindres détails. Pour le moment, j'y suis. Maintenant, il reste 7 ans à venir jusqu'en 2030. Question que je me pose, qu'est-ce que je fais pendant 7 ans? Ça, c'est un vrai sujet pour moi. C'est une question que je me pose là depuis quelques mois. Qu'est-ce que je fais dans les 7 ans qui viennent? Pour moi, 2030, c'est un turning point, vous voyez. Et qu'est-ce que je vais faire de ces 7 ans? Parce que c'est très important. Comment je m'engage? Est-ce que je continue à faire des éditos, des machins, des trucs, un peu de conseils par-ci, par-là, ou conseils politiques, à tweeter, à être une personne d'influence ou pas, petite, grande, moyenne? Je suis pas sûr que j'ai envie de ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quel bonheur. Merci. Quel bonheur. Merci beaucoup, Monsieur le Président.